Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast lecture dans lequel je vais vous donner mon avis sur 4 livres. Il s'agit de 4 livres au format poche avec des thèmes très différents, des caractéristiques très différentes et j'espère que ces livres vous tenteront parce qu'ils étaient vraiment très chouettes. Alors, les 4 livres dont je vais vous parler, ce sont ceux-là. Donc, comme vous le voyez, nous avons 4 livres assez différents. On a du polar nordique écrit par une autrice nordique, Eva Björk Eigisdottir, donc on va partir en Islande avec ce tome 2. Autre tome 2, mais ce coup-ci d'une autrice française et qui écrit un livre qui se passe en Suède et en Angleterre, mais principalement en Suède quand même. Autrice qui connaît la Suède, Johanna Gustafsson, mais pareil, je vous en parlerai. C'est aussi un tome 2. Il y a quand même un point commun avec ces 2 livres, c'est que pour moi, ce sont 2 autrices qui écrivent dans le style de Camilla Lackberg. Et moi, j'avais beaucoup aimé la série Erika Falk de Camilla Lackberg. Donc, je me suis régalée sur ces points communs. Peut-être davantage Eva Björk Eigisdottir que Johanna Gustafsson. Et ça va être sur des points assez particuliers aussi que je trouve qu'il y a des points communs et c'est pas forcément les mêmes points communs, mais parce qu'en fait, autant je trouve qu'il y a du Camilla Lackberg dans Eva Eigisdottir et qu'il y a du Camilla Lackberg dans Johanna Gustafsson, et en même temps, j'aurais pas tendance à rapprocher les 2 séries. Enfin là, pour Johanna Gustafsson, il s'agit d'une série, elle a aussi écrit des one-shots, mais j'aurais beaucoup de mal à trouver énormément de similitudes entre la série de Johanna Gustafsson et d'autre part, eh bien la série de Eva Björk Eigisdottir. Voilà. Donc des similitudes avec Camille Lackberg, mais pas les mêmes similitudes. Un tome 1, Ne la réveillez pas, d'Angelina Delcroix, et j'ai les 3 suivants dans ma palle que j'ai hâte de lire. Et puis ce livre, Guetter l'aurore, de Julie Prinsac, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, chez Pocket. C'est un livre qui faisait partie de la sélection du Grand Prix des lecteurs 2023. Et depuis, il a eu le prix des lecteurs, le Grand Prix des lecteurs 2023. Voilà. Et je commence avec Meur, qui est un tome 2. Le premier tome était Bloc 46. C'est une trilogie. Le 3e tome sera 100. Alors, je dis sera 100, mais au moment où j'enregistre, je l'ai déjà lu. Mais je vous en parlerai plus tard. C'est le temps que je rattrape mes enregistrements de vidéos. J'ai trop lu ces derniers temps. Donc, comme je vous le dis, c'est la suite de Bloc 46. Moi, j'aime beaucoup les séries. Je crois que plus ça va et plus j'apprécie. C'est-à-dire que quand un auteur propose des one-shots ou propose une série, j'ai quand même tendance à être attirée par la série. Alors, soit j'ai pas trop de temps devant moi et je tente quand même un one-shot pour voir l'écriture de l'auteur et tout avant de me lancer dans la série. C'est ce que j'ai fait avec Jo Nesbø, par exemple, ou même avec Franck Tillier. Soit j'ai le temps et dans ces cas-là, je fonce dans la série parce que c'est vraiment ce que je préfère, et c'est ce que j'ai fait avec... Alors, Johanna Gustafsson, j'avais d'abord découvert un one-shot avant, qui était excellent, L'île de Yule, là, le dernier. Mais avec quels auteurs j'ai pu faire ça? Eh bien, récemment, avec Jussi Adler-Olsen, qui a aussi écrit des one-shots, mais vraiment, c'est sa série qui m'attirait, Département V, et je n'arriverai pas à vous en citer énormément comme ça. Mais là, par exemple, maintenant que j'ai lu un livre de Jo Nesbø, sa série me titille beaucoup. Donc, mais j'ai un peu moins de temps pour lire aussi. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime ça, j'aime retrouver les personnages. Et ce que j'apprécie, c'est justement d'une série, enfin d'un livre à l'autre, d'un tome à l'autre au sein d'une série, on va retrouver les personnages, on va voir leurs évolutions, on va s'attacher à eux, on va éventuellement intégrer des nouveaux personnages. Il y en a peut-être certains aussi auxquels on s'est attaché qui vont malheureusement mourir. Voilà, ça suit son cours. Et certes, on pourrait très bien lire un tome 2, un tome 3 d'une série, voilà. Mais après, ça nous bousille la série parce que on aura découvert beaucoup de choses sur la vie privée des personnages. Donc, ça va pas nous spoiler forcément les enquêtes d'avant. Des fois, c'est le cas, mais c'est pas tout le temps le cas. Enfin, par exemple, je pense à la série Servaz de Bernard Minier. On a
Martin Servaz qu'on retrouve de tome en tome. On a dans le premier tome une certaine enquête, mais qui va devenir aussi fil rouge des enquêtes suivantes. Et après, dans les enquêtes suivantes, on a le fil rouge, on a l'enquête en elle-même et on a la vie privée de Martin Servaz. Et donc, si on lit un livre après, ça va nous spoiler le fil rouge, parce que c'est un fil rouge, donc il évolue au fur et à mesure des tomes. Ça va nous spoiler la vie privée de Martin Servaz, parce que pareil, au fur et à mesure des tomes, eh ben, sa vie privée, elle évolue. En revanche, ça nous spoilera pas l'enquête dédiée au tome. Mais bon, ça nous spoil quand même des choses qui sont intéressantes. Puis moi, quand je lis justement un livre d'une série, je ne lis pas que pour l'enquête en cours, je lis aussi pour les personnages, etc. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est ce qui m'est arrivé avec la série Jornir Horst. Comme vous le savez, le premier tome de la série Jornir Horst qui a été traduit en français, c'est pas du tout le premier tome qui est sorti en norvégien. Et quand moi j'ai lu le premier tome de la série en français, j'étais un peu perdue, je trouvais qu'il y avait énormément de personnages, mais c'est lié au fait que c'était pas un premier tome. Voilà. Quand les tomes se suivent, eh bien, on se retrouve avec tout un lot de personnages qu'on connaît, qu'on a déjà vu avant et avec lesquels on est assez familier. Donc même si on a lu le tome il y a quelques semaines, quelques mois, ça revient. C'est toujours mon appréhension, mais en fait, je trouve que ça revient assez vite. Et puis, après, on nous introduit un certain nombre de personnages supplémentaires. Et on peut l'emmagasiner, on peut le retenir, le mémoriser, parce que justement, on a la connaissance des tomes précédents. Si on débarque dans une série, un tome 2, un tome 3, on n'a pas lu les tomes précédents, on a tout ce travail à faire, en fait. On a tous les personnages d'avant que nous, on connaissait pas, et ensuite, on a tous les nouveaux à intégrer aussi. Donc, on part, je trouve, un peu perdant. Voilà. Bref, tout ça pour dire que j'adore les séries, et notamment les séries de polar nordique, et je me régale avec le challenge Polar Nordique été 2023. Et donc même si Johanna Gustafsson est française, ce livre entre totalement dans le thème, puisque une bonne partie de l'intrigue se passe en Suède. Johanna Gustafsson, comme je vous le disais, est française. Elle a habité à Londres donc là c'est mis, elle vit à Londres avec son mari suédois et leurs 3 enfants, mais je crois que depuis elle a déménagé en Suède. Donc un livre qui se passe, écrit par une Française, qui se passe en Suède et en Angleterre, en l'occurrence à Londres, c'est la vie de Johanna Gustafsson, quoi. Voilà, donc on retrouve notamment 2 personnages qu'on connaissait déjà. C'est Émilie Roy, qui est profileuse, et Alexis Castells, qui est écrivaine. Et c'est un duo assez chouette, en fait. Donc Alexis Castells, elle écrit notamment des romans policiers, enfin voilà, sur des sujets assez sombres. D'ailleurs, je dis roman policier, je me demande si c'est ça ou alors elle s'intéresse à des serial killers. Je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est assez sombre et elle est assez spécialiste sur le sujet. Malheureusement, elle a une vie privée qui est assez dure. Émilie Roy, niveau vie privée, là, dans ce tome 2, oui, mais vous verrez pourquoi dans le tome 1. Et donc, profileuse, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir dans les romans policiers. Pour moi, un profiler, c'est un Sherlock Holmes, en fait. Voilà, c'est juste que profiler, ça fait plus 2023 que parler de Sherlock Holmes, mais voilà, il y a ce côté psychologie, s'appuyer sur la psychologie des personnages, enfin non, c'est s'appuyer sur les indices qu'on peut avoir en voyant quelqu'un pour en déduire la psychologie de la personne en face et derrière, peut-être anticiper ses gestes, le connaître davantage, se mettre dans la peau du personnage, etc. Enfin, voilà. Je me rappellerai toujours du moment où Sherlock Holmes découvre le docteur Watson pour la première fois et il va réussir à tout à fait le décrire juste avec des indices qu'il aura vus. Donc il y a un côté psychologie, mais il y a aussi un côté très, très scientifique, très carré, très, très déduction en fait. Donc j'aime beaucoup quand il y a des profilers. Émilie Roy, elle est un peu particulière. Alors, elle n'est pas autiste et on va voir justement une autiste dans le livre qui va être intégrée à l'équipe en tant que stagiaire et c'est très intéressant. Et ça va être développé aussi dans le tome 3, mais voilà, c'est très intéressant. Là, Émilie Roy n'est pas autiste, même si on pourrait penser que oui. Donc et puis elle a un peu 2 facettes en fait, notamment dans ses relations avec les autres, où elle peut où ça peut être assez compliqué les relations sociales pour elle. Elle peut paraître froide, elle peut paraître distante, alors que c'est pas ça, c'est autre chose, ça va avec son fonctionnement.
Et à côté de ça, quand elle est dans le cadre vraiment du travail à interroger des victimes, etc., eh ben, elle peut être au contraire très chaleureuse, poser des questions de façon extrêmement juste. Enfin, donc voilà. Elle est très attachante, même si elle aurait de quoi ne pas l'être. Donc, eh bien, comme je vous le dis, tome 2, bon, je ne vais pas trop vous dévoiler des choses sur l'histoire, parce qu'en plus, il y a un lien avec le premier tome, enfin voilà, vous verrez. Donc moi, c'est une série que j'aime beaucoup, comme dans le premier tome, âme sensible, s'abstenir, tout comme dans le premier tome, et tout comme dans le troisième tome. On a vraiment des scènes qui peuvent choquer, donc je vous préviens, enfin, faites... faites attention, c'est un livre qui est très rythmé, c'était le cas aussi du tome 1, ce sera le cas du tome 3, très rythmé, très prenant, on a des chapitres assez courts, et puis on saute d'un chapitre à l'autre, on saute dans le temps, on saute dans l'espace, il y a vraiment comme ça des chapitres qui sont des sortes de petites ruptures les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Le fait d'alterner les lieux, d'alterner la période historique. Donc ça permet, je trouve, de bien rythmer, de bien rester accroché à l'histoire. Et on en redemande en fait. Donc il y a cette histoire des intrigues qui se passent à Londres et qui se passent en Suède. Donc il y a déjà ce jeu-là au niveau eh bien, géographique. Et puis, en plus de ça, alors sur la même temporalité pour le coup, mais en plus de ça, on ajoute une autre temporalité et on va suivre en parallèle une histoire dans le passé, puis à un moment donné, on va voir quel est le lien entre cette histoire-là et puis l'intrigue qu'on peut avoir à Londres et en Suède. C'est là où je pense à Camilla Lagerberg. Sur ce côté, on est dans le passé, enfin on suit quelque chose comme ça, on va avoir des sujets très durs, hein, les sujets évoqués dans le passé sont très durs. C'était le cas aussi dans le tome 1, bloc 46, ce sera aussi le cas dans le tome 3, c'est notamment dans le passé que je parle d'âme sensible s'abstenir. On est vraiment sur des choses assez costauds. Et on retrouve ce que j'apprécie chez l'autrice, que j'ai découvert grâce à l'île de Yule, c'est ces retournements de situation, ces dénouements, ces choses qu'en fait elle nous balance sans qu'on s'y attende. On est bien dans l'histoire, on se dit, on commence à essayer d'échafauder des hypothèses, on essaye de prendre tous les indices qu'elle peut nous laisser, et à peine on commence à se poser une question que paf, elle nous balance quelque chose, un élément du dénouement quelque part qu'on n'avait pas vu venir, et je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent. Enfin, c'est là où on peut être surpris, en fait, parce qu'on s'y attendait pas. Et voilà, enfin, c'est en ça que l'île de Yule, pour moi, est un livre excellent. Et là, j'ai retrouvé un peu ça. Alors, dans l'île de Yule, c'est pas uniquement sur la fin. Là, c'est vraiment sur les dénouements. Et voilà, moi, je me suis fait avoir. Enfin, les dénouements sont dingues. Voilà, les dénouements sont dingues. Et je prends des notes au fur et à mesure de ma lecture. Je prends des notes sur mon avis. J'écris pas 500 pages non plus, mais je prends juste des petites notes, des choses que je pense. Et là, quand je dis dénouement dingue au pluriel, hein, les dénouements sont dingues, c'est quelque chose que j'ai écrit. C'est-à-dire que j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est dingue. Voilà, et donc j'ai écrit dénouement dingue. c'est vraiment le mot qui m'est venu lorsque j'ai lu ce livre. Donc excellent second tome. Peut-être bien mon préféré de la trilogie. En tout cas, je l'ai préféré au tome 1, ça c'est sûr. Et donc voilà, on va partir dans le passé avec Jack l'Éventreur. Voilà. Ça peut faire un lien avec âme sensible, s'abstenir. Voilà. Non mais en fait, quand je vous dis tout ça, je repense au livre, je repense à ce qui se passe. Vraiment. Non mais si, je pense que c'est mon préféré de la trilogie. Et le 3 était très bien, mais celui-ci, je me suis tellement fait avoir. Voilà, donc meurs. Mais pour lire celui-ci, lisez Bloc 46 avant pour encore plus l'apprécier. Je continue avec ce livre, ce tome 1, Ne la réveillez pas, tome 1 d'Angelina Delcroix, également chez Pocket.
C'est un livre que j'avais vraiment très envie de découvrir. C'est une autrice que j'ai déjà vue sur des salons, plusieurs salons polars. Et bon, bah voilà, au bout d'un moment, ça titille un petit peu, hein. J'avais envie de savoir ce qu'elle écrivait, j'entendais pas mal de bien. Je suis partenaire Hugo Thriller cette année, j'ai reçu le tome 4 qui est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. Donc ça me titillait encore plus. Et donc, bah voilà, je reçois un tome 4, du coup j'ai très envie de lire les 3 tomes précédents. J'ai acheté celui-ci à un salon, c'était au Coquelicot Noir à Nemours, le 28 janvier 2023. Je l'ai écrit ici au crayon à papier, voilà, je vais voir flou. Hop. Et donc, bah depuis, j'ai acheté les tomes 2 et 3, qui n'étaient pas faciles à trouver, mais grâce à l'un d'entre vous, je vous en avais parlé en fait dans une vidéo, et en fait, l'un d'entre vous m'avait mis un commentaire en me disant les tomes 2 et 3 se trouvent chez France Loisirs. Ok, donc dès que j'ai vu le commentaire, j'ai fait ma commande des tomes 2 et 3, mais ça remonte. Et puis, bah, j'avais prévu cet été de découvrir cette série qui me tentait beaucoup. Bon, alors le truc, c'est que je me suis perdue dans les polars nordiques. J'ai découvert d'autres séries dans les polars nordiques. Puis avec ce jeu de quand je commence une série, bon c'est bien, mais c'est encore mieux si j'arrive à la finir. J'ai beaucoup de séries en cours, donc c'est bien de réussir aussi à les terminer au bout d'un moment. Mais là, j'ai commencé beaucoup de séries de polars nordiques. Et donc, j'ai commencé beaucoup de séries que j'ai fini très rapidement, puisque c'était des séries de 2 ou 3 tomes. Et donc là, bah, j'avais prévu au moment où j'enregistre la vidéo, j'avais prévu de lire davantage de tomes d'Angelina Delcroix que ce que j'ai lu. Donc j'en ai lu qu'un pour l'instant. Il faudra que je continue la série. Ce tome était bien. C'est pas un coup de cœur, c'était pas dinguissime, mais il était vraiment très bien. Et j'ai hâte de lire les suivants, mais bon, depuis j'ai découvert Jussi Adler-Olsen et je suis perdue dans mes pavés de 600-700 pages. Au Danemark. Je me suis perdue au Danemark. Alors, ne la réveillez pas. Donc, bon, vous l'avez compris, je l'ai dit 50 fois, c'est un tome 1 d'Angelina Delcroix, qui met en scène plusieurs personnages, notamment le personnage de Joy. Les personnages principaux, ce sont des policiers, et on est sur une enquête très, très classique. Alors, quand je dis très classique, c'est souvent pour caractériser des romans d'Agatha Christie, des Poirot et tout, mais là, non, c'est pas ça. Alors, on est un peu sur du style Olivier Norek. Non pas par le rythme de fou, non pas parce que ça se passe dans le 93, mais c'est ce côté enquête avec une équipe de policiers à différents grades, etc. Donc c'est ce côté-là en fait. Je parle davantage d'Olivier Norek que Franck Tilly ou Bernard Minier, où on a tout de suite un personnage qui est mis en avant et l'équipe passe vraiment après. Je trouve que dans la série 93 de Norek, oui, c'est vrai, on a un personnage principal, mais il est peut-être moins à ce point-là au premier plan, mis à part dans le tome 4, mais il est peut-être... Enfin, pour moi, on est plus sur une équipe. Enfin, voilà, je me perds dans mes explications, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Pour moi, c'est vraiment une enquête avec une équipe de policiers, mais certes, Joyce se détache davantage de cette équipe. Voilà, donc en tout cas, j'ai bien accroché avec ce personnage et j'ai vraiment bien hâte de le retrouver, de la retrouver dans les tomes suivants. C'est une enquête qui est globalement bien rythmée. Alors, ça m'est arrivé dernièrement de lire d'autres livres de ce style-là où en fait, c'est bien rythmé au début. Donc on y est, on est dedans et après ce rythme s'essouffle un petit peu avant de revenir. Euh, alors je trouve que parfois quand on débute un livre, il y a toujours ce côté où voilà, faut qu'on découvre des personnages, faut qu'on découvre une intrigue, faut qu'on découvre une écriture, faut réussir on a parfois besoin d'une petite phase d'adaptation. Là, il n'y a pas de phase d'adaptation. Là, on entre tout de suite dans le jeu. C'est le cas de le dire. On entre tout de suite dans le jeu, dans le vif du sujet. Et puis, c'est par la suite où ce rythme se tasse un peu. Ça se voit par des chapitres un peu plus longs
Moi j'aime bien quand les chapitres sont courts, je trouve que ça rythme vraiment. Dans le livre précédent de Johanna Gustafsson, les chapitres sont courts, on change de personnage, on change de lieu, enfin du coup voilà, ça rythme vraiment l'histoire. Quand on change pas de lieu, quand on change pas de personnage, qu'on commence avec des chapitres courts, puis tout d'un coup il rallonge un peu, ça peut être un peu différent. Alors quand je dis ça, c'est pas non plus des chapitres qui font 50 000 pages, mais les tout premiers chapitres sont vraiment très très courts, et donc je m'étais habituée à ça, et alors qu'il faut pas. Alors, je parlais de jeu, et justement, ça allait bien avec ce thème, avec le thème du livre. Alors, si je vous lis rapidement la quatrième, c'est écrit: c'est en accompagnant son meilleur ami sur la tombe de sa mère assassinée, il y a tout juste un an, que Christelle remarque une étrange inscription, 00F14-début du jeu. Le même jour, le corps d'un étudiant est découvert, un code gravé dans la chair, 02F01. Et c'est au tour de l'une des policières chargées de l'enquête d'en recevoir un dans son courrier, 02F01, le 2 cherche les uns à travers l'origine, affaibli, disparu, mort. Le jeu a commencé, que le meilleur gagne, Joy. Puis Christelle par SMS, bienvenue dans le jeu, règle numéro 1, ceux qui entrent dans la partie ne peuvent pas la quitter avant la fin. Qui se cache derrière ce jeu, quelles en sont les règles et surtout qui en réchappera. Voilà, donc il y a quand même une histoire de jeu qui est plus marquée dans le résumé que dans le livre, mais malgré tout, on a ce côté-là et qui va mener à des morts. Il va y avoir un lien entre le jeu et les morts. Il y a aussi un lien avec la Seconde Guerre mondiale que je vous laisserai découvrir, qui fait vraiment froid dans le dos. Et globalement, il y a vraiment des scènes dans le livre qui font froid dans le dos. Donc pareil, âme sensible, s'abstenir. Peut-être, je trouve meurt un pire, mais aussi sur un côté malsain. Là, on n'a pas ce côté malsain, mais voilà, il y a quand même des scènes qui sont assez... qui font froid dans le dos. Et puis voilà, ce côté jeu, intrigue, on est pris dans cette enquête. Même si c'est un tome 1, les personnages arrivent avec chacun leur passé, avec des choses qui se sont parfois mal passées, et des personnages qui se sont déjà vus dans certaines circonstances. Et voilà, on nous accompagne, on nous explique tout ça, parce que nous, on le sait pas à ce moment-là. mais voilà, ça permet de mieux les comprendre. Donc, bonne psychologie des personnages, justement. Et voilà, rien que de vous en parler, en fait, je me dis, c'est pas possible. Ce soir, je vais commencer le tome 2, en fait. Enfin, ça me tente trop. Voilà, donc Ne la réveillez pas d'Angelina Delcroix. Je poursuis avec ce livre, Guetter l'aurore de Julie Prinsac chez Pocket. Et comme je vous le disais en introduction, c'est le livre qui a eu le Grand Prix des lecteurs 2023. Dès que je parle avec quelqu'un qui a lu ce livre, l'avis est clair et unanime. Voilà, il n'y a pas de question à se poser. Ce livre est extra. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'en dire davantage, faut le lire, c'est tout. Alors, moi, ça va, il n'est pas trop abîmé. Je pensais qu'il aurait eu plus de gouttes de piscine que ça, parce que je l'ai lu au bord de la piscine. C'est un livre que enfin, entre autres, je l'ai aussi lu sur le trajet pour aller en Italie. C'est un livre, j'y tenais beaucoup, et j'ai vraiment choisi le moment où je l'ai lu. Pour moi, c'était... voilà, je voulais pas gâcher ce moment, je voulais pas gâcher ce livre. C'est un livre que j'ai adoré. Il a une construction particulière et addictive. En fait, on est sur une double temporalité. On a plusieurs personnages. Alors, le personnage qu'on retrouve le plus, c'est Esther, puisqu'on la retrouve dans les deux temporalités. On la retrouve maintenant et on la retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, de nos jours, on a Déborah, la petite fille d'Esther, qui se rend compte que sa grand-mère, pardon, a l'air de débloquer un petit peu sur certains sujets. Et voilà, Déborah, elle est adulte, hein. Et donc, elle essaye d'en savoir davantage, parce que vraiment, Esther parle de certaines personnes qu'elle connaît pas du tout. Et puis, elle tient des propos qui paraissent incohérents, mais qui questionnent aussi, et puis qui ont l'air de vraiment mettre Esther dans certains états. Et à force d'entendre sa grand-mère dire tout ça, et se rendre compte que quand Esther retrouve la mémoire, qu'elle reprend toute sa tête quelque part, eh bien, elle ne dit plus rien, elle ne donne aucune indication à Déborah sur tout ça. Et donc, au bout d'un moment, Déborah, elle décide de partir un peu
de mener un peu son enquête, de partir à la recherche de la vérité sur sa famille. Et puis on parle d'Esther, on parle de Déborah, la petite fille, et il y a aussi la mère de Déborah, qui s'appelle, c'est pas là, Jeanne, voilà, Jeanne, la maman de Déborah et la fille d'Esther, qui était moins interpellée que Déborah par les propos d'Esther, mais au bout d'un moment, ça va la titiller aussi. Voilà, en résumé. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le présent. Mais on a cette double temporalité qui était hyper intéressante, principalement par la partie dans le passé. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressée. Je trouve que la partie dans le présent, elle est bien parce qu'elle permet d'amener la partie dans le passé. Elle permet aussi d'avoir une sorte de rythme, justement, au lieu de... Enfin, c'est encore mieux d'avoir eu cette double temporalité parce qu'on aurait uniquement les passages dans le passé. Ça aurait pu manquer de rythme, ça aurait pu être peut-être lassant, je sais pas, enfin quoi que le terme ne me paraît pas approprié, mais voilà, là ça permet, les parties dans le présent pour moi sont pas les parties principales, mais elles guident bien et elles permettent d'être encore mieux dans le passé quand on y est. Et ces passages dans le passé sont extrêmement prenants, extrêmement émouvants. On va suivre principalement une famille juive, la famille d'Esther, voilà, ses parents et voilà, enfin toute sa famille, et ainsi que d'autres familles juives que la famille d'Esther connaissait. Et on va suivre cette famille pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut se dire qu'on a lu énormément de livres sur la Seconde Guerre mondiale. De mon côté, enfin, j'en lis pas... Je pense pas que j'en lis un par mois non plus, mais j'en lis quand même pas mal. J'ai déjà vu plusieurs choses. J'ai vu la Seconde Guerre mondiale, point de vue italien, la Seconde Guerre mondiale, point de vue résistant, à tel endroit, résistant avec des femmes résistantes. Enfin, voilà, et à chaque fois, il y a des subtilités en fait dans les livres que je peux lire. Mais là, suivre des familles juives sur toute la période de la Seconde Guerre mondiale, voire même à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que le débarquement n'a pas permis aux Juifs de souffler, et non, pas du tout. On voit aussi le moment où les Allemands commencent à sentir que ça tourne, qu'ils perdent la guerre, et où ils deviennent pires que ce qu'ils pouvaient être, et si c'est possible de l'être, mais en tout cas, ça dégénère dans le mauvais sens aussi à partir de ce moment-là. Ça dégénère encore plus à ce moment-là, mais c'était déjà une horreur avant. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement utile. Voilà, utile. Pour moi, c'est un livre à lire en fait. On peut, comme je vous dis, avoir lu plein de livres sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un point de vue qui est extrêmement intéressant, qui fait énormément réfléchir, qui est nécessaire en fait. Il faut le lire pour voir tout ça. C'est encore plus intéressant que on va suivre Esther qui était une jeune fille à l'époque, hein. Donc elle va vivre son adolescence pendant cette période extrêmement compliquée. Et puis, eh bien, on va suivre aussi la famille d'Esther, les parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut partir à l'étranger? Est-ce qu'on reste en France? Si on reste en France, où est-ce qu'on va? Comment on gère eh bien, le quotidien? Comment on fait pour travailler alors qu'on n'a pas le droit de travailler? Comment on se débrouille pour vivre, pour vivre entre guillemets, pour enfin voilà, et puis ils connaissent d'autres familles. Chaque famille va faire un choix parfois différent, et puis par la suite on voit les conséquences du choix de chacun. C'est dur, voilà, c'est très dur. L'autrice m'avait déconseillé de lire les dernières pages avant de lire le livre. En fait, dans les dernières pages, enfin, et même feuilleter si vous voulez le livre, dans les dernières pages, on a ce que chaque personnage est devenu. En fait, l'autrice, je l'avais vue au rendez-vous des héroïnes Pocket au mois de juin. Je vous avais fait un petit vlog sur le sujet. Et en fait, elle expliquait qu'elle s'était inspirée en partie de son histoire familiale. Et
aussi d'autres personnes qu'elle a pu croiser. Et donc, voilà, elle a mêlé tout ça. Et puis, bien sûr, il y a une partie de fiction. Et puis, certainement d'autres recherches en plus. Et à la fin, on sait ce que chaque personnage est devenu. Alors chaque personnage, c'est pas forcément une vraie personne systématiquement, mais c'est intéressant parce que comme on va suivre la famille d'Esther, bah au bout d'un moment, il y a des gens qui seront passés dans la vie d'Esther ou en tout cas dans celle de ses parents. Et puis bah après, ils les voient plus. Ils les voient plus pourquoi? Parce que ils sont partis dans un camp. Est-ce qu'ils ont fait leur vie ailleurs? Est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir? Et donc voilà, donc il y a cette partie-là, je vous en parle parce que je l'ai trouvée très émouvante. Ce livre est émouvant, hein, il est prenant, etc. Comme je vous dis, il fait réfléchir, et enfin voilà, plein de choses. Mais c'est sur cette partie-là, le moment où l'histoire est terminée, on sait ce que chaque personnage devient, et c'est là où j'ai vraiment failli craquer, où j'ai eu vraiment les larmes aux yeux. Et rien que de vous en parler, j'ai des frissons. On s'est attaché aux personnages. Bien sûr, on a envie que tous s'en sortent. D'un autre côté, on sait aussi ce qui s'est passé pendant cette guerre-là. En plus, on suit principalement des juifs. Donc on a très peur pour eux, en fait. Hein. On a très peur pour eux. On a très peur pour tous les personnages. Euh, donc en plus de tout ça, bah, en fait, Esther, quand elle tient des propos incohérents, c'est pas incohérent. Elle va parler de choses qui se sont passées, elle va se rappeler de personnes qui étaient dans son entourage, qui, qui ont... Enfin, moi je peux pas tout vous dire, je peux pas tout vous spoiler. Elle va se rappeler en tout cas de certaines choses qui l'ont marquée, mais elle avait jamais dévoilé ça à sa fille et à sa petite fille. Voilà. Ah, ça, rien que d'en parler, ça me remue. Ça me replonge dans ce livre. Voilà, je relis rapidement ce que j'ai noté, mais non, je pense que je vous ai tout dit. Mais voilà, en résumé, j'ai adoré. Et il faut le lire. Il faut le lire, vraiment. Guetter l'aurore de Julie Prinzac, lisez-le. Et je termine avec un polar nordique écrit par une autrice nordique, Eva Björg Egisdottir, qui est islandaise, j'allais dire norvégienne, pas du tout, qui est islandaise. Donc c'est la troisième autrice islandaise que je lis. J'ai déjà lu des livres d'Arnaldur Indridason. J'ai lu tous les livres sortis en français de Ragnar Jonasson. Je le précise parce qu'il y en a encore beaucoup à être traduits. Beaucoup. Il n'y en a pas 50 non plus, mais il y en a plusieurs. Eva Björg Egisdottir, elle est encore différente en fait. Ragnar Jonasson, il y a un côté Agatha Christie, parfois Agatha Christie un peu sombre parce que c'est l'Islande, mais bon, ça va. Enfin, un peu sombre, c'est peut-être un peu plus sanglant. Mais globalement, on est sur du Agatha Christie. Arnaldur Indridason, c'est sombre. Voilà, c'est sombre, ouais, c'est sombre. c'est bah, ce qu'on voit pas avec Ragnar Jonasson. Hein. Il y a voilà les Islandais manquent parfois de soleil. Tout n'est pas tout rose et avec Arnaldur Indridason, il n'y a pas grand chose qui est tout rose. Mais bon, j'aime bien quand même ces livres, mais c'est quand même assez différent. Avec Eva Björg et Egisdottir, on n'est pas dans un monde tout rose, on n'est pas dans un monde tout noir. Pour moi, on est entre les deux. Et elle est très douée pour décrire la psychologie des personnages. Pour moi, c'est vraiment l'un de ses points forts et voilà, ça se sent, c'est très bon, ce qui nous permet encore plus d'avoir l'impression que les personnages sont réels quelque part. Donc Les filles qui mentent, tome 2, le premier tome s'appelait Elma, tout simplement. Elma qui est ce personnage qu'on retrouve dans chacun des tomes. Le dernier tome s'appelle Les garçons qui brûlent. Je pensais qu'il était à côté de moi, mais non. Les garçons... Ah si, il est à la fin du livre. Voilà, Les garçons qui brûlent. Je ne sais pas comment s'appellera la suite. Bah, ce tome est excellent. Je l'ai trouvé meilleur que le tome précédent. Je l'ai trouvé beaucoup plus prenant. Comme je vous le disais avec le livre de Johanna Gustafsson, c'est une série, donc je vous conseille de lire les tomes dans l'ordre, bien évidemment. On va retrouver Elma, donc on a découvert dans le tome 1, on la découvre, elle est inspectrice, enfin elle était inspectrice à Reykjavik,
Elle va travailler dans un petit village islandais qui s'appelle Akranes, petit village dont elle est originaire, hein. Donc on voit sa famille en fait aussi, on voit sa mère, on voit son père, sa sœur, et, et du coup, bah voilà, dans le tome 1, on l'a découverte, on a découvert sa vie privée et tout. Et ben on continue à la découvrir, mais tout ce qu'on a appris, eh ben, c'est de l'acquis. Et donc on connaît les blessures, on sait ce qu'elle a vécu. Elle a vécu quelque chose de pas facile dans sa vie privée. Voilà, donc ça revient dans chaque tome, mais en même temps, ça l'a énormément marqué, ce qu'on ne peut que comprendre. Et comme je vous disais, avec cette psychologie des personnages, bah voilà, on arrive vraiment à bien la comprendre et à bien s'attacher à elle. Dans ce livre qui s'appelle Les filles qui mentent, on a beaucoup de personnages féminins. Dans le tome 3, je vous en parlerai plus tard, mais je l'ai lu depuis, on a beaucoup de personnages masculins. Donc les titres sont très bien trouvés. On a beaucoup de personnages féminins et on a beaucoup de mensonges. Voilà, voilà, on a beaucoup de mensonges, on a de la manipulation de personnages envers d'autres personnages, mais du coup, quelque part, de la manipulation de l'autrice pour nous manipuler, nous. Hein, et c'est ce qu'on demande avec des polars. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je veux être manipulée, je veux être surprise. Donc, des fois, la surprise passe par de la manipulation. Et donc, il y a des choses qui sont très bien faites. Voilà. Alors, il y a des choses que j'ai vues venir, mais, enfin... Vu venir, oui et non, c'est pas ça, c'est que... Enfin, j'étais dans le livre, puis au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, il me manque une information dans ce que je lis. C'est fortement suggéré, mais j'ai pas eu la preuve que j'avais raison. Et donc, ça me titillait. Et j'avais raison que ça me titille, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de preuve que j'avais raison, parce que c'était pas ça. Donc, voilà, de la manipulation par de la suggestion. On va dire ça comme ça. Forte influence Camilla Lackberg. Double temporalité, mais on sait... Enfin, on suit une histoire dans le passé, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, on suit ça. Au début, on ne sait pas. Puis après, de toute façon, on se doute qu'il y a un lien, donc on cherche le lien, on cherche le lien. Et puis, cette histoire dans le passé, elle nous fait froid dans le dos, hein. Enfin, vraiment, c'est... Ah ouais, c'est dur. On suit une maman, mais ouais, qui est particulière. Qui est particulière. Et du coup, je vous ai pas trop parlé de l'histoire. Bon, après, ça reste un tome 2, mais en fait, on a une mère célibataire qui a disparu depuis 7 mois, comme ça, sans qu'on ait plus d'informations que ça. Sa fille, elle est étudiante, si je ne me trompe pas. Et bon, elles n'ont pas eu une vie très facile, ni quoi que ce soit. Et en fait, la fille... Donc elle était gardée par sa mère la plupart du temps, sauf je crois que c'était un week-end sur 2 où elle était dans une famille d'accueil. Donc voilà, il y a eu des trucs un peu particuliers, hein. Et donc voilà, il y a eu cette disparition. En même temps, enfin, il y a eu cette disparition qui est restée comme ça pendant 7 mois sans plus d'enquête que ça. Et puis on retrouve un corps et du coup bah forcément Elma et ses collègues vont chercher à en savoir plus. Donc la vie privée est importante, la vie privée d'Elma est importante, mais on connaît aussi ses collègues et on connaît aussi la vie privée des collègues. Et, et cette vie privée, elle est importante parce que elle est importante dans la série, notamment le tome 3 débute tout de suite avec quelque chose en lien avec cette vie privée qui fait sens avec ce qu'on a lu précédemment. Donc voilà. C'est vraiment, enfin comme je me répète, mais c'est ce que j'apprécie dans les séries. Moi j'aime le tout, j'aime l'enquête, j'aime les personnages, j'aime ces fils rouges de vie privée des personnages. Et là on est servi, même si ça reste un polar nordique, donc on n'est pas hyper démonstratif, on n'est pas... la vie privée ne prend pas un pas incroyable, c'est un polar nordique, c'est efficace, c'est carré, c'est factuel, et c'est peut-être là, voilà, c'est factuel en fait. C'est pas enrobé de je ne sais quoi, c'est factuel. Enfin, un petit peu enrobé parce qu'il faut bien réussir à nous manipuler, mais voilà. Donc, excellent homme, excellent homme. Mais pour moi, d'un niveau vraiment au-dessus
du tome 1. Et en fait, je trouve qu'on a Elma. J'en attendais beaucoup d'Elma. J'avais bien aimé, mais j'en attendais plus. Mais je l'avais peut-être pas lu à un bon moment. Je l'avais lu alors que je rentrais d'un salon... je rentrais de quel salon? Festival sans nom, je crois. Et ça avait été dur. Le retour était compliqué puisque notre train avait été supprimé. Donc on a Elma qui est là. On a Les filles qui mentent qui est là. Et on a le 3e tome qui est à ce niveau-là. Et ce niveau-là, c'est coup de cœur. Voilà. Donc pour moi, il y a un grand saut entre le tome 1 et le tome 2. Et dans le tome 3, elle persiste, elle signe et pour moi, elle décroche vraiment le coup de cœur. Moi, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Mais voilà, super série, série islandaise. Après, n'allez pas chercher du Ragnar Jonasson dans ce qu'elle écrit et tout ça. Vous voyez, elle est islandaise et en même temps, je la rapproche de la série suédoise de Camilla Läckberg. Donc voilà, je peux pas vous dire qu'il y a une caractéristique islandaise dans son livre, mais c'est clair que c'est un vrai polar nordique qui est très bien. Voilà, très très bien. Donc ce tome 2, pardon, Les filles qui mentent, d'Eva Björg à Aiguise de Tir, publié ici chez Point. Je vais m'arrêter là du coup, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ces 4 livres de poche vous tentent. Il y avait 2 tomes 2, si ça vous tente et que vous n'avez pas lu les tomes 1, allez-y. Vous pouvez retrouver aussi mes avis dans des épisodes précédents. Je mets toujours en barre d'infos les livres dont je parle, puis selon où vous regardez, je découpe aussi en chapitres mes épisodes. Donc si vous regardez par exemple sur un ordinateur ou même sur un téléphone, c'est facile d'appuyer à l'endroit où vous voulez voir, comme ça, ça vous évite de regarder un épisode complet si vous voulez juste voir le passage sur un livre en particulier. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire parce que ça fait toujours très plaisir, c'est très motivant. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres avis lecture parce que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt.